Alors, cette première nuit dans un train de nuit? Trop bien, non? Ouais, bof. C'était génial. J'avais l'impression d'être dans un livre d'Agatha Christie. C'est vrai que j'aurais pu commettre un crime cette nuit. Bah, tu n'as pas bien dormi? D'après toi? C'est vrai que t'as de tout petits yeux. Là, je me suis trompé de couchette hier soir. Aïe. Et il y avait quelqu'un dans cette couchette? Non, je m'en serais rendu compte quand même. Bah alors? À la première halte, j'ai été réveillé par le contrôleur. Et? À côté, il y avait un Espagnol très agacé que je sois installé dans son lit. Mais tu ne pouvais pas lui laisser ta couchette? Impossible. Et pourquoi impossible? À cause du 52. Quoi? Il voulait dormir que dans la couchette 52, son chiffre fétiche. Alors qu'est-ce que t'as fait? Que voulais-tu que je fasse? Je voulais dormir, moi. Alors j'ai moi-même échangé nos draps. Bon, mais après, t'as pu dormir du coup. Tu rigoles? J'étais à peine installé depuis 10 minutes qu'il s'est mis à parler. Tu parles espagnol toi maintenant? Il était somniloque. Somnique quoi? Il parlait en dormant, quoi. J'ai l'impression qu'il récitait une sorte de poème. Bah moi en tout cas, j'ai dormi comme un loir. Buenos días, Antonio. ¿Tú has dormido bien? Yo he dormido como un tronco. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait très bien dormi. Super. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Existe-t-il dans l'univers ferroviaire un élément plus marquant et inspirant que les trains de nuit? Ils ont inspiré les poètes, les romanciers et le 7e art. Mais, plus largement, ils ont marqué l'imaginaire collectif. Tout le monde a une image qui lui vient quand on parle de train de nuit, même si on n'en a jamais pris. Parmi ceux qui ont forgé cet imaginaire collectif, on pense bien sûr, en premier lieu, à Agatha Christie, avec son Crime de l'Orient Express, publié en 1934. Plus tard, à Michel Butor, qui, dans son roman La Modification, sorti en 1957, fit voyager de Paris à Rome un personnage censé rejoindre sa maîtresse pour commencer une nouvelle vie et qui, par les changements opérés par le train de nuit, finira par renoncer à son projet. Son projet initial va se détériorer complètement. Au début du livre et du voyage, il part avec l'intention de vivre 3 jours à Rome avec cette femme, et puis de lui faire part de tout ce qu'il a prévu. Et une fois arrivé à Rome, eh bien, il saura que tout cela est absolument impossible. Au cinéma, on ne compte plus les films dans lesquels les trains de nuit apparaissent. Hitchcock, dont la scène finale très suggestive de la mort aux trousses, en 1959, fait se réfugier Cary Grant dans un compartiment auprès d'Eva Marie Saint, jusqu'à sa couchette au moment où le train s'apprête à entrer dans un tunnel. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Ou encore Le compartiment tueur de Costa Gavras, en 1965, avec Michel Piccoli, Simone Signoret et Yves Montand en inspecteur tenace, mais sans cesse en retard sur le tueur. Mais n'allons pas trop vite. Et revenons aux origines de ces trains mythiques, qui après avoir failli disparaître complètement, ont de nouveau le vent en poupe. Pour cet épisode, je ne vais pas voyager seul. Je serai accompagné de Georges Ribeil et d'Alice Raconte. Georges Ribeil est sociologue, directeur honoraire à l'École nationale des ponts et chaussées, membre du comité scientifique de Rail et Histoire et auteur du livre Les trains de nuit. Ma première question va être simple, Georges. Qu'appelle-t-on un train de nuit? Un train de nuit, du point de vue cheminot, je pense que c'est un train qui roule entre 23 heures. Passé 23 heures, c'est un train de nuit. Voilà. Un train la circulation s'arrête à 23 heures n'est pas un train de nuit. Mais si un train franchit la barre de minuit, c'est un train de nuit. Souvenez-vous d'un épisode précédent dans lequel je vous parlais des trains postaux. Il semblerait que pour les trains de nuit, tout soit parti de là. Au tout début des chemins de fer, rien n'est prévu pour des circulations de nuit, mais c'est au fond la pression de l'administration de la Poste qui organise les malle-postes qui assurent un courrier par la route de nuit impérativement, qui vont voir arriver le rail d'un bon oeil en disant que c'est quand même plus simple d'utiliser des voitures aménagées pour transporter le courrier la nuit. Voilà. Donc, ça, c'est pas très connu. C'est l'administration de tutelle de la Poste
qui va dire, nous, on a un droit on peut vous imposer quelque chose. Si dans votre train de marchandises de nuit, ajoutons 1 ou 2 wagons dans lequel on sera nos courriers que l'on triera, on gagnera du temps. Et la Compagnie du Nord en particulier dit, mais tant qu'à faire, si je dois transporter des postiers dans un train de nuit, autant ajouter des voitures dans lesquelles des gens, à l'époque assis, pourront voyager par le même train, en gagnant un saut de nuit. Voilà. Donc, dans le bouquin, j'ai trouvé que j'ai beaucoup appris sur l'initiative qui appartient, à mon avis. Le premier train de nuit, c'est Paris vers le nord, la Compagnie du Nord, Paris, Amiens, Lille, et tant qu'elle y est, ce train de nuit, ces trains postaux de nuit iront jusqu'à Bruxelles, voire Cologne. La Compagnie du Nord est à la pointe de cette culture de la performance, de la vitesse, et le train de nuit y contribue. Bon, arrêtons de tourner autour du pot, et parlons maintenant des trains dans lesquels on peut dormir, ceux auxquels nous pensons quand nous parlons train de nuit. J'ai l'impression que l'origine des couchettes, et d'une façon plus générale des places couchées, en France est assez obscure. Il semblerait que dans un premier temps, les compagnies aient fabriqué des voitures salons isolées ou des trains complets, par exemple pour Louis-Philippe dès 1844 ou pour Napoléon III peu après. On vise donc d'abord une clientèle aisée, et c'est seulement dans un second temps que l'on s'intéresse au reste de la clientèle. Aujourd'hui, un train de nuit évoque des voitures couchettes, plus populaires que les voitures-lits. Le rapport, c'est de 1 à 10. Voilà, la voiture-lit, c'était quand même plutôt réservé à des gens fortunés. La différence entre la voiture-lit, c'est qu'elle est équipée d'une literie complète, d'un drap, d'un oreiller, alors que la voiture couchette se contente de l'oreiller, d'un havre-sac, etc. Voilà. Bon, en tout cas, les premiers trains de nuit sont des trains uniquement avec des places assises. Et bien entendu, les compagnies progressivement vont découvrir qu'il y a des segments de marché dans les classes pratiques, la première et deuxième classe, qui sont prêts à payer un supplément pour se retrouver dans un compartiment aménagé avec voiture salon, voiture couchette, voiture lit, voilà, toute une gamme de prestations dans lequel on est isolé dans un compartiment avec la famille en général. Voilà. Donc c'est progressif et ça démarre des voitures de première classe. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il faut attendre l'entre-deux-guerres pour voir enfin populariser des voitures couchettes de troisième classe. Autrement dit, c'est le réseau de l'État, une fois de plus, qui a vocation à être plus service public que les autres, en quête aussi de marché, étant un réseau pauvre, avec d'autres derrière, qui va promouvoir des trains de nuit de troisième classe. Voilà, ça c'est comme... voilà, on est parti de très haut, on va de plus en plus vers les couches, le marché de masse, qui est la troisième classe. Dans le Schex de 1872 du PLM, on peut trouver la mention de coupé-lit. Ces coupé-lits sont taxés au prix de 4 places de coupé ordinaire. Un voyageur peut, sans supplément de prix, faire monter avec lui dans le même compartiment 1 ou 2 personnes pour l'accompagner. Et, à l'autre extrémité de la chaîne de la clientèle, on trouve la compagnie du PO, qui veut proposer des offres accessibles aux petites bourses. Elle équipa une voiture de hamac de toile forte, 3 de chaque côté du compartiment et un 7e hamac double accroché au milieu. 8 voyageurs pouvaient ainsi dormir pour un supplément très faible. Malheureusement, ces essais n'eurent pas de suite, sans doute en raison des difficultés d'ascension des passagers. Le confort ne semble visiblement pas être au cœur de l'offre des compagnies. Les premiers trains de nuit, c'est des trains avec... il n'y a rien de prévu. Arriveront les voitures lits, les couchettes, et bien sûr, petit à petit, le confort arrivera, donc dans la climatisation avec la voiture corail. Bon, je note que tant qu'on voyageait en place assise, toute une série de gadgets sont proposés, des espèces de brassières qu'on pouvait accrocher au plafond qui permettaient de pouvoir pouvoir dormir, etc. Il y a eu aujourd'hui la SNCF depuis 20 ans, je note qu'elle offre toujours un espèce de package avec la petite bouteille d'eau, un petit, je sais plus, un bouchon qu'on met dans les oreilles,
un bandeau pour la vue. Bon, c'est bien gentil, c'est très sympa. Longtemps, elle proposait ces fameux draps rouges et noirs, dont les couleurs vives évitaient qu'ils soient fauchés, puisque avec marqué avec le logo SNCF, on pouvait les emporter. C'était bon, voilà. Donc là, un certain nombre d'accessoires ont été mobilisés, du gadget au plus sérieux drap. Mais n'allons pas trop vite. Nous reviendrons à la SNCF un peu plus tard. Elle est l'héritière de nombreuses compagnies qui ont proposé, dans la deuxième partie du 19e siècle et au début du 20e, de nombreux modes de voyage allongés. Ou presque. Ainsi, dans la littérature, et notamment dans les articles de Bruno Carrière, on relève des voitures salons, des coupés-lits, des coupés-fauteuils-lits, des lits salons avec toilettes, des couchettes, etc. Je ne vais m'arrêter que sur les couchettes. C'est la Compagnie de l'Ouest qui introduit les couchettes en 1897. Cette nouvelle prestation ne s'adresse alors qu'aux voyageurs de première classe, à raison de 8 places réparties également entre 2 compartiments d'une voiture de première classe à couloir latéral. En digne héritier de la Compagnie de l'Ouest, le réseau de l'État se singularise en 1922 en permettant aux voyageurs de 2e et 3e classe de bénéficier à leur tour de couchettes. C'est une véritable révolution, mais il aura fallu s'armer de patience. Pour la première fois, la clientèle populaire va pouvoir accéder aux places couchées. Les autres réseaux se montrent plus frileux. Les couchettes de seconde classe ne font leur apparition sur le PO et l'Est qu'en 1933, sur le PLM en 1935 seulement. Ne dit-on pas classe laborieuse, classe dangereuse ? Et la SNCF dans tout ça ? La SNCF, elle hérite de stratégies propres à chaque réseau et elle n'a pas le temps d'uniformiser. Voilà. Donc il y a tout le réseau de l'État avec, je reposerai toujours, le réseau de l'État et le PLM. On a les deux extrêmes, ou plutôt le luxe, les trains haut de gamme pour le PLM et les trains très populaires sur le réseau de l'État, qui en particulier qui propose aux jeunes campeurs du Front populaire des wagons camping. On peut installer son hamac ou son camping dans le fourgon pour voyager de nuit. Voilà. Tout le monde va enfin pouvoir réserver son train et dormir tranquillement. Enfin, si les voisins le permettent. Le pire des problèmes, c'est lorsque on a à côté de soi un ronfleur et rien n'est prévu en termes d'indemnisation pour avoir passé une mauvaise nuit à côté d'un ronfleur. Vous avez beau le réveiller, il se rendort, il ronfle à nouveau. Bon, voilà, les bébés, ça peut s'arranger. Voilà, c'était pour moi la crainte, c'est le ronfleur. Hein. C'est pas tellement les autres compagnies. Au contraire, j'ai évoqué la convivialité. Voilà, c'est la pire catastrophe qui peut vous arriver, c'est d'avoir un ronfleur invétéré qui vous empêche de gagner du temps sur ce parcours de nuit. La SNCF est créée en 1938. Un an après, la guerre éclate. Elle ne peut donc pas développer une politique propre concernant les trains de nuit. En 1938, il y avait 10 800 places couchées, une offre qui ne sera retrouvée qu'en 1954. Et en 1964, le parc de la SNCF dispose de 32 540 places couchées. La période semble faste pour ce mode de transport. C'est les 30 glorieuses, c'est la France des congés payés, en technicolor. On va en vacances découvrir les châteaux de la Loire, on va en vacances sur les plages bretonnes, on prend les trains de nuit. Hein. Voilà, c'est l'âge d'or du train de la couchette en deuxième classe, hein, profitant des congés payés, et qui prospère dans ce marché de la deuxième classe, puis depuis 1956, il n'y a plus de troisième classe. Donc, couchette populaire, est relayé par un produit extraordinaire qui va être un grand succès, le train auto-couchette, hein, qui est très ciblé sur les Belges, Anglais, Hollandais, qui ont toujours en quête de soleil, de Riviera, et auquel on propose une formule intéressante, moyennant ferry, etc. Arrivé à Boulogne, on embarque avec sa voiture dans un train, on dort dans le voiture lit, couchette, et la voiture suit dans le porte-auto, voilà. Et à l'arrivée, tout ça se décroche, et on est en bonne, voilà, on est en bon état pour démarrer ses vacances. La SNCF sent donc à ce moment-là que les trains de nuit sont porteurs. Pour moi, ça c'est un point fondamental dans l'ouvrage,
c'est de découvrir le summum de la promotion de train de nuit par la SNCF. En 1975, une opération interne est menée, l'opération train de nuit, et j'ai trouvé quelques documents assez exceptionnels. En particulier, on rappelle un beau slogan, la SNCF, le plus grand hôtel de France. Ça veut dire que chaque nuit, il y a plus de monde dans ces trains de couchette qu'il n'y a dans les hôtels. Même si c'est pas tout à fait vrai, c'est peut-être un mensonge, un pieux mensonge. En tout cas, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand la SNCF développe un argumentaire sensé, c'est qu'en prenant le train de nuit, vous gagnez du temps. Pourquoi ? C'est le fameux saut de nuit. Dans la mesure où on est condamné chacun à consommer des heures stériles à dormir, autant être dans un train qui, pendant ce temps, vous déplace. Donc, ça, je suis frappé de voir l'argumentation. Pour l'homme d'affaires, on proposera le train de soirée qui lui permet du petit matin et de soirée, mais pour le kidam ordinaire, voyager en train de nuit, vous allez gagner du temps, en particulier sur les déplacements vers les sports d'hiver, où le temps est compté, les 8 jours de location en chalet sont comptés, donc en partant le vendredi soir d'un train de nuit, on a gagné du temps, on n'a pas perdu du temps dans un train de jour. Mais comment est-on passé de ces sommets des années 70 à un déclin et une quasi-disparition en 2016 Je me suis plongé dans les statistiques de la SNCF, le petit memento, conservé ici sur nos étagères, et qui nous donne une statistique précieuse, le nombre de couchettes et de lits vendus chaque année. Et à moitié surpris par cette affaire, je constate que l'apogée du nombre de couchettes et lits vendus en train se passe en 1981, avec 8,5 millions de couchettes. 1981, mais bien sûr, c'est l'arrivée du TGV. Et le TGV, comme d'habitude, va se révéler un serial killer. C'est-à-dire, il va, dans son sillage, il y a beaucoup de victimes. Les avions d'Air Inter, les express classiques et les trains de nuit. Voilà. Donc, en une dizaine d'années, on a perdu de moitié le trafic qu'on avait en 81. Le TGV serait-il donc le seul responsable ? C'est l'offre, mais aussi c'est quand même une évolution des modes de vie. Bon, ce que je disais que les 30 Glorieuses, avec le billet de congé payé, la famille allait passer les vacances sur les côtes bretonnes ou visiter les vignobles d'Alsace. Ce modèle-là va décliner à partir des années 70 vers un modèle de loisirs beaucoup plus à longue distance, aidé par l'avion, charter et autres. Voilà, donc l'évolution du mode de vie y contribue, évidemment. Paradoxalement, c'est sans doute également un changement de mode de vie qui est à l'origine du retour en grâce des trains de nuit. Une série de lignes ont en effet repris du service depuis 2021, comme le Paris-Nice ou le Pyrénéen. Et d'autres lignes devraient suivre en France et en direction de grandes villes européennes, comme le Paris-Berlin prévu en 2023. Le ministère des Transports annonçait même il y a peu vouloir à l'horizon 2030 une dizaine de lignes nationales en circulation régulière. L'argument écologique est favorable effectivement aux trains de nuit, où les trains de nuit ont cette faculté d'être des trains à marche détendue. Il doit s'arrêter impérativement, parfois un quart d'heure, arrêt purement technique pour ne pas arriver trop tôt. C'est des marches détendues de nuit, donc c'est bon pour la consommation énergétique. Ça c'est un plus. C'est une autre manière de voyager, puisqu'au fond, moi j'insiste là-dessus aussi. Le train de nuit, c'est un compartiment, c'est un couloir latéral, c'est un lieu de sociabilité très particulier. L'ambiance est beaucoup plus arrondie, cool, détendue. Voilà, ça me paraît très important, ça c'est frappant. Et c'est vrai du côté de la clientèle, une évolution vers l'écologie, le slow train, cette culture de vivre un peu moins vite, de décélérer. Le train de nuit y contribue. Il faut que l'offre aussi suive. Bon, donc, très bien pour les initiatives dispersées, reste à faire les comptes un peu plus tard. Passer le réveil dans le train de nuit.
il y a un peu moins d'1 an, pendant le festival Déraillez-vous, organisé par l'association Watt, j'ai eu la chance de rencontrer Alice Raconte, une carnettiste et illustratrice de grand talent, et qui m'a parlé de son voyage en train de nuit. Alors en fait, c'est un voyage qui a eu lieu fin août, début septembre 2021, mais auquel j'ai commencé à penser, je pense, il y a 1 an, donc au printemps 2021. Voilà, c'était la fin des confinements. Ça faisait un moment qu'on voyageait pas, et j'avais très envie de prendre le large et de partir toute seule. Et d'expérimenter aussi un moyen de transport que je connaissais pas encore. Et en fait, je projetais beaucoup d'imaginaire sur les trains de nuit. J'avais encore jamais voyagé, voilà, en utilisant. Il y avait ça d'un côté, et puis il y avait aussi tous les imaginaires dont j'avais conscience que c'était très romantique et très décalé par rapport à la réalité. Mais voilà, des grands trains qui traversent l'Europe, l'Asie, et de ces images un peu clichés, très romantiques, des wagons à la Agatha Christie, et de toutes ces choses-là qui me faisaient rêver, tout en sachant très bien que c'est pas ce que je trouverais dans les trains de nuit de la SNCF en 2021, mais voilà, qui m'ouvrait quand même sur un imaginaire que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, un peu pour la petite histoire derrière ce projet-là. Et pourquoi avoir choisi cette destination ? Ça a été assez vite vu pour la construction du trajet, parce que c'est vrai que à cette période-là, il me semble que la ligne Paris-Briançon était en travaux, et ça devait aussi être le moment où le Paris-Nice était sur le point de rouvrir, mais n'avait pas encore tout à fait rouvert, ce qui laissait la 3e ligne, à savoir celle qui part toujours de Paris, mais qui va dans le sud-ouest. Et donc du coup, je me suis rendue dans le sud-ouest. À l'aller, j'ai voyagé jusqu'à Toulouse, et puis au retour, je suis partie de la Tour de Carol, à la frontière espagnole, pour remonter en direction de Paris. Que représentaient les trains de nuit pour toi ? Moi, je pense que c'est vraiment toute la culture populaire sur, encore une fois, le transsibérien, voilà, la compagnie des wagons-lits, enfin, toutes ces représentations qu'on peut avoir beaucoup au cinéma, un peu dans la littérature, et je pense qui est variable aussi selon les personnes. Chez moi, il y avait ça qui me parlait beaucoup, mais je me suis aussi retrouvée à parler de train de nuit avec des amis qui me disaient ah non, mais le train de nuit, moi je l'ai pris une fois, mais c'est l'enfer, ça craint, et il y a des punaises de lit, quoi. Donc voilà, on y projette aussi un peu des choses différentes, je pense, selon les parcours, etc. Moi, c'est vraiment ce côté, c'est par les arts et la culture populaire, je pense, et ces images d'Épinal un peu là c'est ces projections là que j'avais. Et par contre, j'avais pas ces attentes là. Je savais très bien que c'est pas ce que je trouverais, mais pour autant, le côté aventure, pour moi, il était très facile à trouver parce que c'était la première fois, et voilà, forcément c'était nouveau. Donc j'ai pas du tout eu de mal à... J'en ai joué dans mon carnet de raconter ça de façon assez assez détaillée, assez humoristique aussi. Mais comme c'était la première fois, ça a été assez facile. On va passer sur l'allée que tu as fait en place assise et qui, je l'ai bien compris, s'apparentait plus à un voyage en bus de nuit qu'à une plongée dans l'univers d'Agatha Christie. Parle-nous un peu de ton voyage de retour. Je l'ai fait en couchette, donc ça j'étais contente parce que là c'était complètement conforme à ce que je projetais, à ce que j'espérais. Et c'était chouette parce que ça m'a permis effectivement, ça facilite les discussions et les échanges. C'est aussi quelque chose que j'avais un peu envie d'expérimenter, de se retrouver dans ce petit compartiment là où on est proche et où on partage quand même une intimité, parce que c'est pas rien de dormir sur une couchette à 30 cm de quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai pu discuter assez longuement avec Juliette, qui était une petite dame, qui était une grande habituée des trains de nuit. Et j'ai très bien dormi, et j'ai si bien dormi que j'ai failli manquer mon arrêt. Je descendais pas au terminus, je suis descendue aux Aubrais, donc c'est 1 heure avant Paris. Et j'avais mis mon réveil, mais pour une raison que je ne connais toujours pas, il n'a pas sonné. Et voilà, je me suis quand même réveillée quand le train était arrêté, donc ça a été le branle-bas de combat, mais j'ai réussi à sortir avant que le train ne reparte, donc
c'était un réveil un peu un peu en fanfare sur le quai de la gare en chaussettes et en pyjama avec toutes mes affaires à côté de moi, mais j'ai réussi. C'était la première fois que j'étais allongée dans un train et j'étais très curieuse de ce que ça pouvait faire. Et il y a cette espèce de roulis de la couchette qui balance un peu. Je me souviens et je l'ai écrit, je m'en souviens pas très bien, mais le fait de l'avoir écrit, ça me permet de m'en rappeler, mais j'avais l'impression que j'allais tomber de ma couchette, je m'étais installée tout en haut, et j'avais parfois l'impression que le train, il allait si vite, ce qui était pourtant pas du tout le cas, mais que j'allais glisser, dégringoler de ma couchette, ce qui n'est pas arrivé. Mais j'ai trouvé ça très agréable, ouais, le bercement et puis ce bruit, ce bruit très régulier auquel on s'accoutume, qui devient un peu un bruit blanc. Et une des personnes avec qui j'en avais parlé, je sais plus si c'était avant ou après avoir fait mon voyage, et qui a beaucoup voyagé en train de nuit, qui continue de le faire régulièrement. Lui, il utilisait l'image du nid pour parler d'un compartiment de train de nuit. Il disait qu'il y a quelque chose de très intime parce qu'on dort et voilà, on est dans un lit et en même temps il y a tous ces bruits qui nous parviennent et toutes ces sensations. Et ouais, il parlait de nid et de cocon. Je trouvais ça assez joli, ouais. Peux-tu nous parler de ton travail et de ta pratique dans un train ? Moi, je travaille quasiment que sur le vif. Donc ça veut dire que je fais presque tout sur place. Là, il y a dû y avoir 1 ou 2 dessins que j'ai peut-être refait parce que je devais avoir que un croquis. Donc il y en a peut-être 1 ou 2 que j'ai repris par la suite, mais sinon je les ai fait à bord. Moi, je suis assez habituée à travailler en extérieur, à ce qu'il puisse y avoir du vent, de la pluie éventuellement. Enfin, voilà, je suis un peu habituée à gérer ces paramètres-là, on va dire. Et le tout, vu que je travaille à l'aquarelle, le plus important, c'est de pas renverser l'aquarelle, c'est une peinture à l'eau qui nécessite d'avoir un verre ou un godet avec de l'eau. Donc là, le gros enjeu, c'était de pas tout renverser sur la feuille quand ça bougeait. Mais ça bougeait pas non plus, ça bougeait pas non plus tant que ça. Et du coup, ouais, effectivement, j'ai travaillé les illustrations. Elles ont principalement été faites à bord et à quai. Et en dessinant les passagers, je les ai dessinés à la plume. Et puis les illustrations plus d'ambiance, c'était du croquis à l'aquarelle. Ouais. Tu as tout dessiné dans ton voyage ? Alors j'ai commencé par dessiner les trains eux-mêmes. Donc j'ai eu le temps de les croquer sur les quais de la gare. Donc voilà, les wagons et puis la locomotive là pour le train retour. J'ai aussi essayé de dessiner un peu les intérieurs pour donner à voir une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et puis ce qui est super dans les trains et encore plus dans les trains de nuit, c'est que les gens qui ne bougent pas et surtout les gens qui dorment, ils sont très faciles à dessiner. C'est des proies idéales pour les gens qui ont du papier et un crayon. Donc notamment dans le train aller où j'ai très peu dormi et où j'étais assise et on était quand même assez nombreux, donc j'ai pas mal dessiné les autres passagers. Et puis au retour, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte dans les trains de nuit quand il y a les couchettes, c'est qu'il y a peu de place pour se déplacer, pour s'asseoir. En fait, il y a pas de place pour s'asseoir. Donc voilà, le croquis là, il était un peu plus rapide. J'ai essayé de capter des paysages qui pouvaient un peu défiler derrière la fenêtre. Mais j'ai surtout beaucoup discuté. Dans le train retour, j'ai beaucoup discuté notamment avec la personne avec qui je partageais mon compartiment. J'ai aussi discuté avec un contrôleur. Et donc là, c'était plus, ça s'est plus traduit dans l'écriture où j'ai pu retranscrire les entretiens que j'avais eus avec ces personnes-là. Et au final, que gardes-tu de ce voyage ? En dehors de ton joli carnet que tu partages avec nous sur ton site internet. Vraiment un super souvenir et j'ai réussi à me faire surprendre. Enfin, en fait, c'est ça qui était chouette, c'est que c'était un voyage que j'avais préparé, que j'attendais vraiment beaucoup et sur lequel je m'étais documentée à l'avance. Donc, notamment juste avant le départ, 2-3 jours avant, j'avais rencontré quelqu'un qui fait partie du collectif Oui au train de nuit. Et donc, pour discuter avec lui de questions plus politiques, historiques sur le train de nuit,
je lui ai aussi demandé comment lui se déplaçait en train et de me raconter des souvenirs, etc. Et donc j'ai pas pu m'empêcher de lui poser les questions que je me posais, les grandes questions, à savoir est-ce qu'on dort en pyjama, comment on fait pour se réveiller, toutes ces questions très pragmatiques. Donc je me sentais quand même assez prête. Mais malgré tout, j'ai réussi à me faire surprendre et je trouve que c'est arrivé notamment en gare des Aubrais à 5h du matin là, juste avant que les portes elles se referment, c'était très bien. C'était très bien. Ouais. Et vous, chers auditeurs et auditrices, est-ce que ça vous a donné envie de partir en train de nuit ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, et à bientôt.